Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence par le Bitcoin. Pas de grande nouveauté, en fait, tout simplement, je transposerai le scénario d'hier, c'est-à-dire si on tient ce support pendant encore, on va dire, 1, 2, 3 jours sans réussir à casser les 7009, je pense que les boules auront en tout cas réussi à faire le meilleur travail qu'ils auraient pu faire, c'est-à-dire tenir les prix dans cette zone-là suffisamment longtemps pour donner un sentiment acheteur suffisant à mon sens pour en tout cas moi en tant que vendeur reconsidérer mon scénario. Maintenant, je pense sérieusement qu'on est quand même vachement plus bear que boule. En tout cas, tant qu'on ne vient pas installer de clôture au-dessus de cette ligne de tendance, qui est la ligne du break, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on a breaké, on ne parvient pas à aller chercher le niveau de break, mais on ne parvient pas non plus en soi à réintégrer le niveau de cassure. Donc pour l'instant, ça reste bear pour ma part. Tant qu'on est là-dessous, je m'attends toujours à ce que ce soit ce scénario-là qui déclenche, mais pour l'instant, patience. Donc voilà, tout est baissier, le momentum est bear, le sine wave est bear, donc je pense que c'est plutôt du sud qui nous attend, mais encore une fois, si ça ne veut pas, il faut bien comprendre que quand tous les éléments sont baissiers, si les prix ne baissent pas, ça veut dire que les acheteurs soutiennent fortement les prix. Et c'est ça que je veux savoir. Moi, je veux voir si dans ce rapport de force acheteur-vendeur, on a un très net déséquilibre vendeur, ce que suggèrent pour l'instant les indicateurs et la technicité en général, suggère qu'on devrait avoir une très forte prise en main vendeuse, en tout cas une capitulation acheteuse à venir. Maintenant, si elle n'arrive pas, ça veut dire tout simplement que les boules ne lâchent rien, malgré le fait que ce n'est pas leur tour de trader, ils seraient donc en train de soutenir les prix. Maintenant, encore une fois, je vous dis, je pense que on soutient, on accumule de l'acheteur avant de bien démonter tous les stops. Maintenant, voilà, patience me semble être de rigueur. Je voudrais quand même avoir un petit œil sur les positions des traders particuliers. Et effectivement, voilà, ça achète sur le support. C'est pas encore c'est pas encore énorme, et encore une fois, il est normal qu'on achète. Moi, ce que j'aurais trouvé anormal, ce serait justement de trouver une explosion de position vendeuse ici. Ça aurait été dangereux. Ça, effectivement, ça nous aurait exposé, je pense, à terme à un gros squeeze haussier et une sortie haussière. Pour l'instant, je vois que les positions sont plutôt équilibré, donc ça va. Je pense qu'on peut pas, on n'est pas dans le risque, si vous voulez, du moment où on était là, où effectivement sur un support les positions vendeuses explosaient par rapport aux acheteurs, et c'est à cause de ça qu'on s'est retrouvé dans ce short squeeze derrière. Donc je pense pas qu'on soit du tout dans le même scénario ici. Donc pour l'instant ça me semble pas mal. Acheteur-vendeur se balance la balle. Il y en a un des deux qui va gagner. Pour l'instant le temps joue en faveur des bears, c'est-à-dire que le prochain départ volatile sera probablement bearish, sauf si les boules arrivent à tenir cette volatilité autant que possible. Et dans ce cas-là, je vous dis, à terme, ils pourront reprendre la main, mais il me semble qu'il faut au moins encore tenir ça 1 ou 2 jours, et ça va franchement pas être facile. Et je vois difficilement comment on arrivera à ne pas venir tester les 7009. Et après une belle accumulation comme ça, j'ai tendance à penser qu'on fait vague 1 sous vague 2, qu'il faudra s'attendre à une grosse 3 qui va enfoncer les 7009 et ne même pas s'y arrêter. Donc voilà, attention, mais je pense qu'effectivement, on risque même d'enfoncer tout ça dans la foulée. Parce que quand on fait une vague 2 comme ça à plat, généralement, c'est la vague 3 qui est étendue derrière. Donc moi, je m'attends plutôt à un truc comme ça maintenant, où au final, on va probablement revenir chercher cette zone de prix-là, mais de façon assez violente. Et c'est-à-dire que probablement la 3 viendra immédiatement péter le canal donc de la vague précédente. Enfin, la sous-vague 3 viendra probablement dès là péter le canal. Donc ça veut dire très probablement se ramener vers cette zone-là, et on viendra mourir probablement vers ce gros support. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour l'instant. Si on va pas plus bas encore, encore une fois, j'en sais rien, on est dans une vague étendue, il ne faudra pas chercher à la limiter en termes d'amplitude baissière si c'est bien le sud qui est déclenché. D'un point de vue altcoins, voilà, là aussi, même chose, on est bien en échec vague 4, c'est confirmé. Le TP ici me semble assez peu intéressant dans le sens où on n'a pas eu installation de tendance, donc un TP, voilà, possible quand même. Donc attention, les boules pourraient reprendre la main, mais là malheureusement cet overlap ici annonce surtout quelque chose d'assez moche, c'est-à-dire la vague 5 étendue, la même que sur le Bitcoin, qui ramène sur des niveaux de support plus intéressants,
C'est-à-dire que moi, je jouerais plutôt des ventes Bitcoin, et puis une fois qu'on arrive sur le support ici, plutôt essayer de racheter des altcoins. Et dans notre indice, c'est plutôt l'Ethereum. Donc on l'a vu de toute façon, l'Ethereum est plus intéressant à l'achat que le Bitcoin, pour l'instant, au sein de ce cycle-là. Donc effectivement, peut-être, moi je dirais, rester vendeur de Bitcoin et essayer d'acheter peut-être un peu d'Ether dès qu'on est par exemple sur ce support majeur, là, ici. Bon, on va le voir sur l'Ether en lui-même, mais voilà, ça fait, on laisse tomber l'Ether, tac, une nouvelle fois, et on essaie de l'attraper après qu'il ait refermé tout ça là. Voilà. Ça, c'est du one shot, c'est-à-dire on monte, on consolide rien du tout. C'est typiquement des prix qui attirent sur un retracement. Donc je pense qu'on devrait retracer ce truc-là et noter donc deux prix. La résistance ici, qui peut déjà en elle-même jouer son rôle de support, hein, c'est-à-dire comme ça n'a pas été retesté en tant que support, ça peut très probablement prodiguer un support la première fois. C'est-à-dire que là, hop, pof, on peut très bien venir rebondir là-dessus. Donc 537 pour un Ether, pourquoi pas. Sinon, il y a effectivement la zone de support qui était un TP qu'on a brisé, qui me semble effectivement intéressant. Donc ça donne ces deux prix, 537, 516. Moi, je pense qu'il faut laisser tomber les cryptos pour l'instant. Bitcoin et compagnie, on en vend une, on en choisit une. Vous choisissez votre camp. Moi, je pense qu'il faut vendre Ethereum, c'est pas le plus intéressant. Mais rester acheteur plein pot dessus me semble là aussi par contre assez dangereux. Pour moi, il y a échec au franchissement de résistance, hein. Donc qu'on soit bien clair et net, que ce soit sur l'Ether, sur le Bitcoin ou sur tous les altcoins, ça reste une phase de retracement, hein. Et en échec pur et dur. C'est-à-dire que là, au mieux, c'est un range, comme je vous dis. Et dans ce cas-là, ça pour moi, c'est la situation la plus haussière. Mais que ce soit Ethereum ou peu importe, hein. Voilà, encore une fois, pour moi, tout le monde est dans le même panier. Vous prenez le dernier mouvement bear. Voilà, vous mettez comme d'hab un trading neuneux et vous voyez que on a rejeté où direct en zone de vente, on n'est même pas rentré dedans, ça rejette. Donc là, moi, un truc comme ça, effectivement, c'est retour en zone bleue. Et là, on est dans la zone neuneuse, c'est-à-dire que là, vous tradez surtout pas. Et puis si on en sort par le bas, c'est direction zone bleue. Moi, c'est dans le meilleur des scénarios, c'est ça que je vois. C'est-à-dire qu'un Ether, pour être haussier, il faudrait qu'il vienne soit ressortir brutalement de la zone neuneu par le haut et déborder la zone rouge. Là, c'est boule. Si on en sort par le bas, c'est direction zone bleue. On range un peu. Et puis à terme, je pense quand même une sortie haussière. Mais encore faudra-t-il réussir à trouver des achats ici. Et ça, encore une fois, c'est pas gagné non plus. Parce que si on tombe et que Bitcoin arrive sur un support ici, Ether aussi, je veux bien acheter un peu d'Ether pour un petit rebond, mais si ça rebondit et que ça retombe, parce que Bitcoin se met à enfoncer les supports des 6000 $, bien malin est celui qui saura comment va réagir l'Ether. C'est pas dit que l'Ether arrive à tenir les supports si Bitcoin se met à enfoncer les majeurs à 6000 $. Hein. Voilà. Donc faites attention, encore une fois, pour moi le marché des cryptos il est repassé bear et dans un marché bear on n'achète pas. Donc là c'était normal d'acheter, je peux comprendre. Maintenant je pense qu'il faut alléger ces coins, voir un peu, être attentiste, si ça rattaque les résistances, pourquoi pas, mais encore une fois il faut former un V-bottom, un rounding bottom avant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de retracer deux petites vagues comme ça et de dire boum ça y est on est reparti to the moon, je pense pas. Il faut vraiment former un creux, voilà comme ça, hop. Moi c'est ce que j'aimerais bien voir sur les terres, vous voyez, hop on baisse, hop on forme un creux et derrière on repart et là effectivement ce serait assez chouette. En termes de support je vois bien ici, donc tout comme pour le Bitcoin je vois difficilement comment on pourrait s'affranchir d'aller tester les 7009 du Bitcoin et sur les terres ça correspond à peu près à ça. Donc voilà, moi c'est ici, je pense qu'on peut effectivement trouver la structure rounding bottom, c'est-à-dire on fait un creux et puis derrière on n'arrive plus jamais à casser ce creux. Vous voyez, en termes de structure de prix, c'est ça que j'aimerais voir sur les terres. Ouais, hop, on se fait ça, on enfonce, même chose pour Bitcoin, mais on revient rapidement chercher la zone de volume précédente et après on échoue à casser. Vous voyez, on fait un truc comme ça, et là, hop là. Et là, vous avez effectivement un marché qui est bien haussier, qui a bien construit une structure de hausse évidente, et ça, honnêtement, rester bear dans un marché comme ça, ce serait complètement con. Ça veut dire on travaille la zone neuneu, mais on ne parvient pas à en sortir par le bas. Vous voyez, elle s'arrête là, la zone neuneu. Ça veut dire on arrive là, on retrace 61% du mouvement baissier ici, là, et puis ça passe plus. Et là, les acheteurs soutiennent les prix, la volatilité se comprime, et là, je veux trouver du volume, je veux un volume sur la cassure, sinon ça ne veut rien dire. Mais il faut bien qu'il y ait du volume ici, et là, dans ce cas-là, je suis prêt à prendre le train acheteur pour jouer le franchissement aussi de ce truc-là. Et là, encore une fois, aucun problème, je ne suis pas un permabère stupide, je ne vends pas parce que j'ai envie que ça vende et que ça tombe. J'aimerais que ça tombe pour pouvoir acheter plus bas, mais encore une fois, si le marché me donne tort, je serai le premier à venir changer de camp. Voilà, bref, parenthèse, refermée. On passe aux autres actifs qui m'intéressent beaucoup plus. On va commencer par le gaz direct.
Donc le gaz, ça tient les supports. Enfin, maintenant, je veux pas que ça cède. Là, il faut pas que ces supports cèdent. On retrouve un momentum positif. Je veux que ça pète des résistances, nom de Dieu. Il faut vraiment que ça y aille. Là, on a bien deux phases de conso. Alors, on peut aller encore un peu plus bas, mais je dirais que si on devait céder ce support-là, avec des clôtures, hein, bien entendu, on peut très bien là venir emmerder le monde, faire une petite mèche en dessous de ça pour déclencher des stops. Mais normalement, là, on a ce qu'il faut. Voilà, on a brisé le plus haut de la chandelle weekly précédente. Il faut y aller. Voilà. Maintenant, si vous regardez en weekly ce que ça donne, franchement, un truc comme ça, si ça ne décolle pas, il y a un sérieux problème. Voilà. C'est-à-dire que si là, on fait une semaine doji, je ne comprends pas. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut. C'est la plus haute clôture en hebdo qu'on ait réussi à faire. Il n'y a plus rien qui freine au-dessus sur cette UT. On doit y aller. Voilà. Il faut que ça parte aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, mais avant la fin de la semaine, je veux une clôture soit au plus haut avec une... Je veux bien une petite chandelle comme ça, mais je veux une clôture au plus haut en fin de semaine pour annoncer que la semaine prochaine, on s'attaque sérieusement aux résistances. Si on refait un doji et que la semaine prochaine, il y a un avalement baissier, il faut sortir, tout simplement. Ce sera comme le gold, on se fera niquer et le gaz voudra chercher à faire un nouveau plus bas ici pour aller chercher quoi? Encore une fois, il n'y a rien d'intéressant ici, tout comme le gold, hein, il n'y a rien d'intéressant sous ces supports. Donc je ne vois pas l'intérêt technique d'aller le faire si ce n'est d'emmerder le monde, en déclencher des stops. Si encore une fois c'est possible, on vient de le faire sur le gold, donc pourquoi on n'irait pas le faire sur le gaz? Voilà. Gold, hein, donc pour l'instant, bien marrant et bien malin celui qui s'amuse à acheter ça. Moi, j'achète pas pour l'instant. Donc voilà, en daily, vous voyez, ça tente la stabilisation pour le moment et ça couine un petit peu dans le truc. Moi, j'ai toujours pas de structure acheteuse sur le gold, c'est-à-dire qu'en 2 heures, j'ai toujours pas de signal, donc je patiente. On est sur un cycle faible, c'est-à-dire qu'on est enfin passé boule sur sine wave, mais ça reste un cycle faible. C'est-à-dire, je m'attends à ce qu'on aille légèrement plus bas. Donc, pour l'instant, je n'achète pas tant qu'on... Alors, j'achète en franchissement de résistance. C'est-à-dire que si on vient là et qu'on installe une clôture ici, je suis prêt à reprendre le train acheteur, mais en trade sur cassure, donc avec un levier diminué. Moi, j'aimerais par contre qu'on vienne tester ce prix-là, comme là, ce qu'on a vu hier. Hein, voilà, j'aimerais qu'on teste ce prix-là et que j'ai une structure de fin de tendance ici. Pour l'instant, ça se construit pile poil sur ce qu'on a vu hier quand on a fait le trading live pour préparer l'achat de gold. C'est-à-dire que là, on est bien en train d'essayer d'installer un marché qui range, d'accord? Donc c'est une structure de range. Donc là, il faut attendre que la structure se termine, d'avoir quelque chose à trader là-dedans. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est du bruit. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on aurait terminé une vague 1 ici, terminé une 2 ici, puisqu'on se remet à casser des supports. On attend. Voilà. Pour l'instant, j'ai donc une vague 2 plus bas que le point d'origine. J'attends de voir si le point 3 se fera plus bas que le point 1. D'accord. Et dans ce cas-là, je pense qu'on pourra qu'on pourra spéculer assez probablement sur une structure ending diagonale. Pour l'instant, ça a franchement une structure de prix en range. C'est pas un truc qu'il faut se mettre à acheter trop rapidement. Moi, je pense qu'il faut être patient sur le gold pour l'instant et attendre de voir. Parce qu'il va de soi que si là, on fait un range et qu'on rattaque une vague baissière, si vous avez acheté ici, vous avez acheté un peu haut, quoi. Voilà. Il y a encore ce prix-là qu'on pourrait venir chercher, les 1273. Donc vraiment, moi, j'attends de savoir si c'est plutôt vers cette zone-là que ça supporte à l'achat ou si on peut éventuellement venir visiter les 1273. Moi, plus on va bas, plus ça m'arrange. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je peux mettre plus de levier. Donc voilà, à voir pour l'instant. Si je vois par contre qu'on tient ce support, là il y a un double support bullish, pourquoi pas. Dans ce cas-là, en fait, on aura fait notre 5 ici, hein, tout simplement. C'est-à-dire que dans cette option-là, on aura fait la 5 sur le exit. Là, on sera en train de passer bullish. Mais vous voyez que si on fait des clôtures là-dessous, c'est probablement qu'on va aller enfoncer le support. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire sur le gold. Hein. Et là, il reste combien de temps avant la clôture? Bon, elle est toute fraîche, cette bougie, 15 minutes. Donc on va voir, mais honnêtement, moi, elle peut m'intéresser. Si cette bougie est méchée et qu'elle est avalée à la hausse sur la suivante, donc, regardez, je vais mettre une alerte de prix ici. Mais théoriquement, alors attendez, je vais faire mieux que ça. On va faire ça. Donc close supérieur à ça, je veux en clôture. Voilà. Et on va créer une alerte. Hop. Voilà. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que si là j'ai un avalement haussier en 15 minutes, donc une clôture qui se fait au-dessus du plus haut du chandelier précédent en 15 minutes, je passerai éventuellement à l'achat du gold en spéculatif, c'est-à-dire un petit achat par là avec un stop sous le exit. D'accord. Pour jouer dans ce cas-là, une fin de vague 5, une vague 1 ici, on a bien 5 vagues de hausse, 1, 2, 3, 4, 5, c'est donc une leading diagonale, 2 vagues de baisse, si ici on repart haussier, ça m'intéresse. Mais encore une fois,
pense que là, on est plutôt parti pour PC. Hop. Allez, on continue. Donc pour la partie gold, je pense que c'est plié. Donc à attendre, hein, voir si on arrive à enfoncer le plus bas. Si on enfonce le plus bas, il faudra chercher une structure. Encore une fois, pour trader un signal, rappelez-vous, il vous faut un cadre technique. Là, le seul cadre technique que je peux avoir, effectivement, c'est si ce signal correspond à une vague 2, il peut le faire, mais je veux maintenant une confirmation des prix. Si ce signal est enfoncé, évidemment, l'invalidation de ce cadre technique, c'est si on brise le point 2, le point 5. Dans ce cas-là, ceci n'est pas une vague 1, ceci est encore moins une vague 2. Et dans ce cas-là, on est dans une structure différente, où on est toujours, comme je vous dis, en train d'essayer de former un range ici avant une extraction haussière. Donc voilà, en tout cas, moi je reste patient sur le gold. Pour l'instant, je n'ai pas de supra-conviction, mais si là, ce truc-là repart à la hausse, j'ai bien un cadre technique, hein, vague 1, vague 2 en correction, et si là, effectivement, on repart haussier, j'ai bien le signal bullish, mais pour l'instant, on est en train d'essayer de le mettre à mal. Mais là, on est en train d'essayer de constituer un support. Donc si je vois une réaction de prix, j'y vais. Voilà. Hein, mais j'irai avec un levier modéré parce qu'on n'est pas venu chercher la zone de prix qui m'intéressait. Maintenant, je vais quand même pas hésiter à y aller si ça repart haussier sur le gold. L'eurodoll. L'eurodoll, alors on va faire les indices quand même. Allez, on va faire par ordre d'affinité. En ce moment, j'ai une grosse affinité pour mon ami le S&P 500 qui a été revendu hier. Voilà, donc le S&P 500 pour moi vraiment bien en train de former un retournement. Alors tout le monde évidemment va penser que ça c'est une première vague de baisse pour une deuxième, c'est tout à fait possible. De toute façon moi, en ce moment ce qui m'intéresse c'est la structure technique du SPX, c'est-à-dire de l'indice cash, et je vois que ce qui s'annonce n'est absolument pas indicateur d'une tendance haussière. Alors on est revenu fermer le gap baissier hier, c'est bon signe, ça veut dire que les prix, on n'aura pas de nécessité de revenir chercher cette zone de prix, ce qui fait que mon stop a été abaissé au-dessus du plus haut d'hier, enfin il sera fait à l'ouverture à Wall Street. Alors je le mets un peu plus haut mon stop, hein, je le mets là, mais si j'ai une clôture qui s'effectue au-dessus des 2727, il est clair que je commencerai à invalider les scénarios sur le S&P 500. Pour l'instant, je reste bear, j'identifie cette structure, c'est-à-dire comme d'hab, hein, moi je recherche un cadre technique vendeur, donc je me fous de tout ce qui peut être acheteur, je recherche juste 5 vagues de baisse potentielles. C'est ça que je vois pour l'instant d'intéressant, donc il m'attend à ce qu'aujourd'hui on pète des supports et qu'on aille fermer le deuxième gap, ou en tout cas qu'aujourd'hui on aille au moins chercher le prix d'ouverture annuel. Après, je ne sais pas si on ira plus haut ou plus bas. Moi, tout ce que je vois, c'est que théoriquement, le plus bullish que je puisse voir, c'est de nouveau, on repart en baisse en deux temps et on poursuit dans le triangle. Et dans ce cas-là, ça fait ABC, ABC, ABC. D'accord, hein. Encore une fois, le timing ici, il y avait un ABC possible là, mais on peut très bien avoir fait une vague complexe. Dans un triangle, vous avez droit à une sous-vague complexe. Donc là, il est tout à fait possible qu'au fait, on ait fait WXY et ça compte pour un ABC. Dans ce cas-là, on est toujours dans le même triangle que je veux voir depuis un bon moment, qui reste baissier, je vous le rappelle. A, B, C, et il nous resterait... Ah merde, non, c'est pas ça que je veux. Je voulais un triangle. Donc encore une fois, je cherche un cadre technique. Je suis très largement biaisé vendeur, c'est clair. Et je vous l'ai dit, dans le marché, on s'en fout. Il faut juste choisir un camp et trader quand c'est votre tour. Donc moi, le délire, c'était de penser à la base qu'on avait fait ça, d'accord ? Quand je vendais par là, c'était pour ça. C'était de faire A, B, C, D, E, et ici, on part au sud. Donc là, je pense qu'on est éventuellement dans un cadre différent, c'est-à-dire, on continue. Ça, c'est juste une vague complexe, et on n'a pas du tout fini. Et dans ce cas-là, il nous reste à faire un point D ici, ou là, peu importe, puis un petit point E, et derrière, cartouchage en bonne et due forme. Donc je prends des ventes ici, ce sont des ventes de range, c'est-à-dire que je commence sérieusement à encaisser à la médiane du range, j'essaie de tirer une partie jusqu'au bas, mais pas plus que ça. D'accord ? Donc vraiment là, c'est des ventes purement pour prendre du cash, essayer de tirer donc jusqu'au cours d'ouverture annuelle, clôture de ce gap. En dessous, ça ne m'intéresse plus, j'aurais essayé de revendre peut-être un petit peu, mais voilà, il faut vraiment considérer ça comme maintenant, ça va devenir une zone de trading neuneux.
Et dans un triangle, je vous l'avais déjà donné cette astuce-là, là très probablement l'apex c'est notre cours d'ouverture annuelle. Hein. Voilà, faut vous dire, c'est le niveau psychologique au milieu, et vous voyez, on oscille clairement autour de ce truc-là. Donc là on a fait une oscillation baissière, on est peut-être en train juste de faire une oscillation haussière, de faire encore une fois croire à tout le monde que c'est super bull et compagnie, et je vous ai dit, si vous jouez les cassures de trendline dans un range, vous vous ferez démonter à chaque fois. Et vous voyez que pour le moment, j'ai plutôt pas tort. Donc on joue les cassures de trendline, pas de souci, jouez-les. Moi, je vous dis, attention, si ça commence à jouer les pullbacks, on va probablement vous reprendre à contre-pied. Je ne pense pas qu'on soit dans un marché haussier. Je pense en revanche qu'on est dans un beau marché à con, toujours au milieu des ranges, et que pour l'instant, on oscille autour du niveau d'ouverture annuelle, et que pour l'instant, ça s'annonce toujours baissier ensuite. Mais attention à ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je prends un cadre technique, biaisé à la vente, c'est clair, parce qu'il faut choisir un camp. Ensuite, on verra. Et encore une fois, je vends quand c'est mon tour. J'ai vendu ici dans un cadre technique de triangle plus comprimé, je me suis planté, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Encore une fois, ici, les stops ont été déclenchés en gain. Donc c'est-à-dire que quand vous tradez, quand c'est votre tour, normalement, si vous faites ça bien, ça vous coûte que dalle. Et là, c'est même chose. J'ai vendu le top price et j'ai revendu hier quasiment tout en haut. Ce qui fait que là, aujourd'hui, j'ai quasiment aucun risque de perte. Si ça invalide, ça ne me coûte rien. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est important. Tout ça parce que j'ai bien fait mon boulot et que j'ai vendu des bons prix. Et normalement, si vous vendez à un bon prix, même si vous êtes dans le faux, dans le scénario global, vous perdez rien. Par contre, si je suis dans le juste, beau gain, évidemment, c'est le principe. Voilà. Je cesserai jamais de vous le répéter, c'est ça le trading. C'est pas de jouer la boule de cristal et de dire je sais que ça va aller là, je sens que ça va aller là, et de faire du pari bête et méchant, de dire allez j'y mets tout mon compte, et si j'ai tort, je perds mon compte. Voilà. Donc voilà pour les indices. Alors quelqu'un m'avait demandé d'analyser le DAX, donc je vais le faire, même si très honnêtement pour moi les indices européens en ce moment c'est du grand n'importe quoi en barre. Mais voilà, là théoriquement moi DAX, je pense qu'il faut passer vendeur. Hein. On est sous une résistance, prise de profit. Ici on a ce qu'on appelle un short, un long squeeze. C'est-à-dire qu'ici on a long squeezé, c'est-à-dire que tant qu'on reste sous ce prix et qu'on échoue, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Hein. C'est comme la zone des 10 250 sur le Bitcoin. Tant qu'on reste sous cette zone, c'est bear. Moi, je fais simple, hein, le DAX, je vous fais une analyse bête et méchante, donc on applique la stratégie comme d'hab, on vient en daily, on fait son contexte, pour moi le contexte c'est break baissier, c'est bear, point barre. Là on vient chercher un cycle bear et on va plus bas. Donc moi je reste plus bas, je vois qu'on a un support là à venir tester, pourquoi pas l'acheter, mais ça me semble assez dangereux. On a un support beaucoup plus intéressant, beaucoup plus bas, ça correspond au même support que le S&P 500. Et ça fait là aussi. Ils peuvent nous déshabiller en zone euro. Hein. Nous, il n'y a pas de souci. Il suffit que le dollar explose encore et que. Il suffit que le dollar retrace un peu et que l'euro reprenne du poil de la bête pour retourner vers la zone des 1,24, un truc comme ça. Vous pouvez être certain qu'ils vont nous faire perdre 20% pour en lâcher que 15 à Wall Street. Hein. Voilà. Donc attention, moi je pense que c'est très faible en zone euro. Surtout en Allemagne. D'ailleurs, l'économie allemande elle est sérieusement en train de montrer des signes plus que de ralentissement, mais c'est mauvais en ce moment en Allemagne, les statistiques. Donc encore une fois, vous avez un indice qui monte et des statistiques qui sont mauvaises. C'est généralement typique de ce qu'on appelle un retracement technique. C'est-à-dire qu'on revient chercher des vendeurs et quand on va les trouver, ils vont rester en place un bon moment. Donc moi, je reste vendeur en Europe, comme sur tous les indices. Je pense que de toute façon, on vous vend du rêve sur les actions en ce moment, on vous vend surtout des actions hors de prix, et je pense qu'il faut être un peu fou pour les acheter. Hop, désolé, coup de fil important. Donc je sais plus trop où on était, mais on va reprendre. Donc voilà, le DAX, moi, entre guillemets, c'est ça le schéma que j'ai. Je pense qu'on corrige en deux vagues, c'est-à-dire une vague de baisse, première impulsion baissière assez claire, correctif en deux vagues qui revient retracer entre 61 et 76 de la version baissière, c'est-à-dire un grand classique. On est en plein dedans. Voilà. Donc on est en plein dans la zone d'activation. Il n'y a pas de résistance au-dessus, ce qui fait que c'est soit on échoue ici, soit on va beaucoup plus haut. On construit donc ce canal et je pense qu'on se replie dans une nouvelle impulsion baissière pour venir chercher une nouvelle partie basse du canal. Vous voyez que ça nous amène pile poil sur une autre zone technique qui est intéressante à moyen long terme, puisque encore une fois, ça c'est un short squeeze et je pense qu'on n'ira pas le reprendre sur le DAX. On pourrait aller là, voilà, mais je pense que normalement, théoriquement, on devrait s'arrêter là sur le DAX. Ça nous donne un gros cluster technique parfait pour faire une vague 4 toute propre en deux vagues, et derrière, on peut remonter. Même scénario que les Américains.
Première phase de baisse, retracement, deuxième impulsion baissière, on relâche à nouveau 10-15% sur l'ensemble des indices selon les rapports de force. Ça veut dire que quand même en zone euro, ça fait voilà, un 14-15% aussi, ça pourra bien baisser, hein, voilà, surtout sur le DAX qui sera probablement le plus vulnérable, on perdra probablement moins sur la partie CAC. Je pense, l'Eurostoxx devrait se faire bien démonter, c'est pour ça que moi c'est celui-là que j'ai choisi pour les ventes, même si le GR30 sera probablement, je pense, un bon vecteur également pour jouer des ventes d'indices. Après, évidemment, il va de soi que faut déjà qu'on se redirige vers les supports pour donner un sentiment baissier, même si, je vais être honnête, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de pullback. Ça va probablement déclencher d'un coup. Tout le monde s'attend à ce qu'un swing se déclenche. Beaucoup pensent que c'est à la hausse. Moi, je pense que c'est un swing baissier qui va se redéclencher. Évidemment, ça va prendre tout le monde de court. Et comme c'est la deuxième vague de baisse, d'accord, je dis toujours, la première, c'est la vague des spéculateurs. C'est-à-dire que seuls ceux qui anticipent le marché peuvent la prendre. C'est pour ça qu'on était peu nombreux à pouvoir récupérer la vague de baisse sur le S&P 500, sur le DAX. On est très peu nombreux à l'avoir récupéré cette vague parce qu'il n'y a que les traders par anticipation qui peuvent le faire. La deuxième vague, il faut être conscient que tous les suiveurs de tendance vont la prendre parce qu'ils savent où gérer le risque. Là, si on revient ici et qu'on se remet à casser des supports, tous les suiveurs de tendance savent qu'ils peuvent mettre leur stop proche du sommet historique. Et si on y revient, effectivement, on a une validation du scénario baissier. Mais là, dès qu'on va commencer à retrouver un sentiment vendeur, dès qu'on va péter les supports, tout le monde va rentrer à la vente avec un stop là pour viser là. Tous les suiveurs de tendance seront de la partie. La deuxième vague de baisse sera beaucoup plus suivie. C'est-à-dire que là, il faut probablement s'attendre à un truc qui va décrocher un peu comme ça. C'est-à-dire on commence, et puis bam, tout le monde est dedans, plus personne n'achète. Et après, ça deviendra évident de dire on va casser le support et puis on ira chercher celui-là dans un premier temps. Ici, on trouvera probablement un petit frein. C'est-à-dire qu'arrivé ici, évidemment, les suiveurs de tendance ne vendront pas le support. Mais je pense qu'on pourra probablement l'enfoncer pour aller chercher ce canal à terme. Voilà mon scénario en tout cas pour le DAX. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé du DAX. C'est vrai que techniquement il est plutôt propre, plutôt proche. Et je pense, tout comme les indices américains, que s'il n'y a pas de dégradation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de black swan, s'il n'y a pas de raison d'aller plus bas, je pense que c'est sur ces niveaux techniques que se trouve la macroéconomie actuelle. C'est-à-dire que sur ces niveaux de prix, s'il n'y a pas de raison nécessaire d'aggraver les scénarios, je pense qu'on peut reprendre des achats sur les actions. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, ça me paraît intéressant de racheter des actions. On purge les grosses capis qui ont attiré les capitaux et qui n'en font plus rien. Parce que je vous l'ai dit, on en avait parlé en fin de cycle, pourquoi on donne du pognon aux grosses entreprises pour faire des fusions-acquisitions, parce que c'est que ça qui drive le marché. Mais là, il faut être conscient que le cycle de fusion-acquisition, on en est plutôt au bout, elles sont de moins en moins nombreuses, et pourtant on est encore en train de donner toujours plus de cash aux grosses capis. Donc il n'y a que deux solutions, soit on arrive à trouver des fusions-acquisitions énormissimes de plusieurs milliards de dollars, et on fait fusionner des gigacaps, mais encore une fois, il y a un problème légal à ce niveau-là, parce qu'il y a l'autorité de la concurrence des marchés qui n'est pas vraiment en accord avec ces trucs-là. Donc encore une fois, le marché a les étoiles plein les yeux, mais d'un côté légal, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous dire une fusion Apple-Microsoft. Non, c'est pas possible. L'autorité de la concurrence, elle dit non. Donc c'est des trucs comme ça. Il faut faire attention. Il y a quand même des régulations dans le marché. Le marché, quand il met des œillères, il fait tout pour ne pas les voir et vous vendre du rêve. Il faut quand même être conscient qu'au bout d'un moment, fusion-acquisition, c'est plus possible. D'un côté légal, vous aurez beau donner autant de pognon que vous voulez à une entreprise pour acheter ses concurrents, au bout d'un moment, elle ne peut pas être en situation de monopole. Donc voilà, parenthèse refermée, donc faites attention, on est probablement en train de se rapprocher des fins de cycle, mais encore une fois, tant que la macro ne se dégrade pas, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas en récession, les prix ne baissent pas. Voilà. Ça, on en avait parlé aussi. C'est-à-dire que même si les macros se dégradent, les actions continueront de monter. C'est-à-dire que je pense qu'il reste une vague haussière, à condition évidemment qu'il n'y ait pas Black Swan. S'il y a Black Swan et qu'on découvre demain qu'on est déjà en récession, on continuera. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais évidemment, ça, c'est vraiment, ça dépend de la macro. Et encore une fois, la macro, on ne la connaît pas, donc n'anticipez pas la macroéconomie. Pour l'instant, c'est vraiment compliqué, je pense, de spéculer sur des scénarios vraiment, vraiment bears. Par contre, de spéculer aujourd'hui sur des scénarios acheteurs, c'est complètement stupide. C'est du permaboulisme, et encore une fois, perma-bear, on en parle souvent parce qu'il y a des perma-bears effectivement dans le marché. Ce n'est pas mon cas du tout, malgré les étiquettes qu'on aimerait bien me coller. Par contre, il y a une autre erreur dont on parle beaucoup moins, c'est le permaboulisme. C'est-à-dire, en fait, comme sur 8-10 ans de cycle économique, on connaît généralement a priori 6 ans de croissance, 6 ans de tendance assez nettement orientée dans les actions, et vous avez des mecs qui pensent que c'est tout le temps comme ça, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des cycles, et là on est dans un cycle où il ne faut pas du tout être
être permabull. On est dans un cycle où on a terminé les tendances de long terme, on range, il reste un peu de potentiel sur des achats, mais il ne faut surtout pas trader ces ranges comme on trade en tendance. C'est une énorme erreur que de commettre ça. On est bien en train de faire des vagues 4 mensuelles, annuelles. Il ne faut pas jouer les boules, il ne faut pas jouer les cassures de trendline, il ne faut pas jouer ce genre de conneries. Ça, c'est ce qu'on fait dans les vagues 3, c'est pas ce qu'on fait en vague 4. Donc encore une fois, attention, je pense que le timing en ce moment et le permaboulisme, c'est l'erreur du moment de penser qu'on perdure dans ces structures tendancielles alors que clairement, on n'y est plus. Et je vous le rappelle, ça sur le S&P 500, c'est un coup d'arrêt aux tendances. D'accord ? Ça veut dire stop les gars, la tendance c'est terminé. Maintenant, arrêtez d'appliquer ces schémas tendanciels comme si tout allait se répéter et comme si le marché n'était qu'une vaste chose qui travaillait tout le temps de la même chose. Le marché, c'est des cycles. Voilà. Et il faut trader en fonction des cycles. Et pour l'instant, le cycle, c'est qu'on est en consolidation. Et dans une conso, on ne trade pas les cassures de ligne de tendance. Voilà. Donc, je pense que celle qu'on a brisée sur le S&P, c'est pour les fumistes. Ça fait rentrer les imbéciles qui tradent toujours en permaboulisme. Et évidemment, malheureusement, ils vont probablement se faire démonter. Et en tout cas, moi, je pense que je vais être bien heureux de récupérer leur stop, si ça devait tomber. Je regarde s'il y a autre chose dont je veux vous parler. L'euro-yen, on va en parler aujourd'hui. Effectivement, on ira faire un tour sur les taux, puisque je vois qu'on a dépassé ma target d'hier. Mais on va en parler juste après. Donc voilà, l'euro-yen en daily, donc grosse mèche basse hier. Je pense bien, effectivement, qu'on est dans le scénario que j'anticipais, c'est-à-dire... Je pense qu'on vient chercher le haut de canal ici sur une vague C. Je pense qu'on a donc une conso un petit peu plus large, c'est-à-dire que là, comme ça se reprend bien aujourd'hui, alors soit c'est une vague 2, c'est-à-dire ça c'est une vague 1, et on est en sous-vague 2, et donc là après ça fait vague 3, de sous-vague 3, de sous-vague 3, et alors là autant vous dire que si on retombe d'un truc pareil, c'est la bérésina derrière. Mais moi je pense que sur l'euro-yen, on va remonter un petit peu. Moi je vous ai dit, j'ai encaissé mes gains ici. Donc je me suis bien gavé, je l'avais bien vu venir avec ce cycle bullish, j'ai bien eu raison, je pense que ce marché est boule, et il nous fait un A, B, C tout simplement, donc je pense que la vague de L se trouvera là-haut, on va tracer le canal, et je pense qu'il faut donc être un peu plus patient encore sur l'euro-yen, vous voyez que maintenant tout nous amène vers cette zone-là, moi c'est ici que ça m'intéresse, voilà. Donc vers cette zone-là qui avait été précédemment identifiée. En tout cas, le haut de canal. Là, tant qu'on n'est pas dans le haut de canal, je pense qu'il faut rester soft sur la partie euro-yen. C'est-à-dire, c'est un truc qui est bear. On ne va pas y aller par 50 chemins. L'euro-yen, c'est bear. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on reprend la tendance. Et je pense qu'on va devoir subir probablement une deuxième vague de baisse. Maintenant, attention, là on est sous résistance, c'est pas le moment d'acheter. Et là, si ça retombe, moi je repars vendeur et je ne vais pas faire les choses à moitié. Encore une fois, si ça c'est une vague 1, la suivante, je prends toutes les cassures de support. C'est-à-dire que si on revient ici, je pars levier 5 à la baisse, à nouveau. Vague 3 de vague 3 de vague 3, j'ai aucun problème à mettre du levier en sachant que j'ai déjà tous les gains de la vague 1, donc je peux mettre du levier sans prendre de risque dans la vague 3. Il va de soi que effectivement ce truc-là... Alors, c'était l'achat spéculatif de quoi qui s'est déclenché? J'ai même pas eu le temps de le voir. De gold. On va aller voir le gold en direct. C'était donc l'achat en 15 minutes. Ouais. Je vais aller... Voilà, je viens de prendre un petit achat spéculatif de gold pour respecter le scénario que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, on était bien sur ce support. On a tenté la cassure, c'est-à-dire une bougie qui clôture sous le support, la suivante qui le réintègre et on confirme avec la bougie en 15 minutes. Ça me paraît bien sur le gold. Donc moi, je viens de prendre un achat spéculatif avec un stop. Donc ici, si on vient péter ça, je suis invalidé, c'est clair. C'est un tout petit levier. Donc là, c'est une perte qui me coûte, je crois... Attendez, j'ai mis... Ça me coûte 0,5% de capital. Voilà, c'était ça que j'ai mis. Donc, sur le... Non, même pas. Je risque 0,33. Donc, voilà. C'est-à-dire le tiers d'1% de perte. Donc là, vraiment, je risque 0,33% de perte en invalidation. Par contre, si ça déclenche, il va de soi que derrière, je pourrais me permettre de mettre de jolis renforts derrière. C'est pratiquement un levier 1 que j'ai pris. Voilà. Donc le gold, achat purement spéculatif, encore une fois, je ne sais absolument pas, mais on va essayer quand même, je vais quand même essayer donc de traiter ce cadre technique éventuel. Donc d'une leading diagonale ici,
avec une vague correctrice 2, et derrière, je veux voir les franchissements de résistance. Donc la validation se fait ici, hein, bien évidemment. Les confirmations, là, en cassure de résistance. Donc là, le trade spéculatif, là, le trade en breakout. Si ça devait reprendre, on est bien quand même, rappelez-vous, sur aujourd'hui, une potentielle structure en Morningstar. C'est-à-dire que si là, on venait à revenir à la résistance et qu'on décollait aujourd'hui, ça, c'est clairement une structure de piège baissier. En gros, on baisse, ça rachète immédiatement, et là, derrière, le gold sera haussier. Les actions chuteront. Voilà, c'est un mécanisme. Hein. De toute façon, pour moi, tout se déclenchera d'un coup. Si le gold devait repéter à la hausse aujourd'hui, les actions s'effondrent aujourd'hui en même temps, hein, mécanique. Voilà. C'est la mécanique des fluides du marché. Les taux. Donc voilà, hier, la target a été atteinte. Elle est légèrement débordée aujourd'hui. Donc voilà, pour ma part, le scénario sur les taux prend fin aujourd'hui. On arrive en fin de vague 3. Maintenant, le reste, c'est des miettes. Voilà. Pardon, hein, ça n'arrête plus. Donc voilà, hein, je garde un petit levier quand même toujours pour maintenir un edge par rapport aux actions. C'est-à-dire que pour moi, si les actions devaient entrer en bulle, c'est que les taux iront sur du 3,50, 3,60, enfin sur des trucs complètement fou derrière, voire plus que ça, si affinité. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, pour moi, le scénario s'annonce plutôt sur une fin, mais encore une fois, je ne sais pas comment cette fin se produira. C'est juste que pour l'instant, j'applique bêtement et méchamment la stratégie, c'est-à-dire que mon cadre technique montre en héliotisme une vague 3 étendue qui fait que ma vague 5 ne le sera probablement pas, que ma vague 5 devait se produire proche de ce timing-là, et c'est exactement ce qui est en train de se profiler, c'est-à-dire je m'attends à ce que maintenant on ait une vague 5 qui vienne très légèrement au-dessus ensuite, c'est-à-dire là je m'attends à une vague 4 en consolidation assez longue, puis terminaison sur une 5, et derrière, fini sur le cycle de hausse des taux, sur une zone vers les 3,15, c'est ce que j'avais prévu à la base. Maintenant, on verra, et encore une fois, je ne sais pas, mais il est possible que derrière, on ait ce qui est une vague 5 complètement étendue. Si ça commence à vriller sur l'économie américaine et à partir en complète bulle sur les actions, il va de soi que les taux peuvent aller jusqu'à 3,70, 4, enfin sur des valeurs complètement folles, mais dans ce cas-là, on fera une vague 4, puis une vague 5 complètement tarée. Complètement verticale, mais encore une fois, historiquement, ça n'a pas de précédent. Donc je reste persuadé, en tout cas dans mon sens et dans ma stratégie de trading, que ce n'est pas le scénario que le marché va adopter, que le marché va donc revenir sur un petit peu plus de rationalité, simplement réduire les leviers sur les actions, sans pour autant vendre pour l'instant. D'accord, mais comme on se rapproche de la fin probable d'un cycle économique, il serait logique que les valorisations commencent à ranger, c'est-à-dire à arrêter de casser des résistances et de viser toujours plus haut, toujours plus loin. Donc encore une fois, voilà, le seul schéma qui ferait ça, ce serait une bulle, et malheureusement, ce ne serait pas très très bon pour la santé financière. Parenthèse refermée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aujourd'hui? GBP, voilà. Donc le GBP, je surveille. Donc je salue Résus au passage s'il regarde un jour cette émission. Hein, voilà. C'est amusant en ce moment avec Résus. Ça fait plusieurs fois qu'on a le même timing et je trouve ça intéressant. Donc le GBP, moi, ça commence à me titiller. Il en va de soi que j'aimerais bien voir ça d'ailleurs pour le FTSE. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, si le GBP repart à la hausse, je ne vous raconte pas la galère pour le FTSE. Hein. C'est-à-dire le FTSE qui... là, ça, c'est la moitié de ses gains sont dus à un effet devise. D'accord ? Donc vous enlevez la devise, vous faites baisser les actions, c'est ça qui les attend derrière. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose, hein, comme pour moi, comme pour toutes les actions, je pense que ce sont des structures de range, de consolidation, qui prennent des formes différentes selon les actifs. Sur le FTSE, je m'attends à un truc beaucoup plus moche derrière, c'est-à-dire que eux, je pense qu'ils reviennent ici chercher le point d'origine, mais qu'on retourne au moins ici, et malheureusement, eux, j'ai tendance à penser qu'ils pourront aller plus bas, parce que eux, par contre, l'économie se dégrade. Voilà. Là, je ne parle pas simplement de petits signaux de faiblesse, on est clairement en train d'avoir des signaux récessifs sur l'économie de Grande-Bretagne, donc il faut faire gaffe, quand vous avez des signaux récessifs et des actifs qui ont déjà commencé à former des ranges, le risque c'est que derrière on entre en bear market, c'est-à-dire en 30% et au-delà de 30% de correction. Voilà. Donc le risque sur le FTSE, c'est ça. Encore une fois, maintenant, à voir si ça se matérialise réellement. Moi, j'en suis pas persuadé, mais je pense que comme tous les indices, on va retourner un petit peu plus bas. Mais j'ai tendance à penser que malheureusement, le FTSE, ça pourrait aller plus bas derrière. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si les choses devaient vraiment tourner au vinaigre chez eux, et j'en serais pas surpris encore une fois,
il ne faudra pas hésiter à maintenir des positions vendeuses sur ces indices-là. What else? C'est à peu près bon. Hein. Donc les actions, de toute façon, je ne vais pas les couvrir aujourd'hui. Le scénario est le même. General Electric, un TP a été atteint hier, ce qui fait que j'ai donc déclenché ma prise de profit sous la résistance. Hop, voilà. Bon, j'avais mis target 1 là, mais c'est parce que je l'ai bougé hier. Hein. C'était target. Je voulais juste franchir ça et venir chercher le gap, donc qui était juste au-dessus. C'est ce qu'on a fait hier. Donc TP exécuté au plus haut à 15, parfaitement. C'était du très beau boulot sur la session américaine. On est signalé en surachat maintenant. J'ai tout. Voilà, on est en cycle TP reporté ici. J'ai donc bien exécuté ma demande de TP là où je le souhaitais. Maintenant, il y a deux options. Ça se voit qu'en daily. Voilà. Maintenant, c'est soit la résistance saute et on active épaule tête épaule et là, wow, ça va payer grave. Mais genre grave, parce que là, si on active une épaule tête épaule, c'est direction la target max ici et on va probablement essayer d'aller refermer les gaps derrière. Donc, je pense que ça peut nous tirer sans trop de problèmes, voilà, vers cette zone de prix, si c'est le cas. Donc, ça veut dire là, on passerait des 15 à 17,50. C'est-à-dire que là, on rajouterait un bon 15%, en plus des 15% déjà encaissés dans la position. Donc, je garde 50% de la position ouverte avec un stop à break-even. Le stop est ABE. Hein, voilà. Donc là, le stop est ici. Non, tant pis, je vous dis n'importe quoi. Le stop est sous le support, hein, parce que moi, j'avais déjà payé ici. Donc, ça a été acheté là, hein, General Electric, et renforcé ici. Donc, j'ai un prix moyen à peu près par là, effectivement, sur cette action. Donc, le principe, c'est ça, c'est que General Electric, je pense qu'on est bon, que ça se développe bien. Maintenant, je veux attendre de voir si on fait une tête-épaule inversée de structure de creux. Hein. Et dans ce cas-là, je reprends 25% de gain ici et je garde 25% à long terme pour une éventuelle structure de retournement plus profonde. C'est-à-dire, dans ce cas-là, là, carrément dans un scénario weekly, où ça deviendrait un bottom. Et là, dans ce cas-là, on peut carrément repartir sur un cycle complètement haussier. Hein. Voilà. Après une phase de baisse un petit peu violente, un petit peu trop urgente, je pense qu'on est peut-être allé un petit peu loin sur General Electric en termes de vente. Mais encore une fois, pour l'instant, ça suggère qu'on devrait aller légèrement plus bas ensuite, donc je ne mettrai pas non plus tout mon compte là-dessus. Et clairement, je vise un encaissement de la plupart de mes plus-values vers ces zones de prix, donc de repli, où si je suis la stratégie, on devrait donc avoir break, pullback, bear et TP, end of trend par là, et ensuite on rachète. Donc théoriquement, le timing ne serait pas encore tout à fait à l'achat sur General Electric. Effectivement, d'ailleurs, vous voyez qu'en termes de timing, à moyen long terme, ça concorderait avec ce que je vois sur l'ensemble des actions, à savoir, là, on remonte un petit peu à cause d'une phase de risque de range, et pour moi, ça pourrait être intéressant justement de rester quand même acheteur de General Electric, qui sera considéré comme une action refuge. Et donc, on pourra avoir une appréciation pendant que les autres actions baissent, d'accord. Et puis après, toute la cote remonte, General Electric est vendu. Ensuite, on part en récession pendant 1 an, 2 ans, et début 2020, boum, on achète, et là, c'est tout bon. Par exemple. Encore une fois, c'est un schéma de long terme. Ça, avant que ça se développe, il va se passer beaucoup de choses. Donc là, c'est plus de la boule de cristal que du trading. Bref, pour l'instant, donc patience. On est sur l'activation potentielle d'une épaule tête-épaule. Je veux voir ça aujourd'hui ou demain en confirmation. Et si ça ne franchit pas, c'est pas grave. En tout cas, il y aura eu un beau gain encaissé sur ce truc-là. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Le VIX, pardon. Le VIVIX. Donc hier, ils font tout pour le revendre. À grands coups encore d'extincteur. Il faut surtout pas que tout le monde se jette sur la volate trop vite, parce que il faut qu'on puisse sortir. Hein. Faut bien vous rendre conscient que tous ceux qui ont manipulé, faut sortir les billes. Et malheureusement, si tout le monde achète d'un coup, on l'a dans le cul. Il faut bien, revendre. Donc, il faut bien racheter nos positions. Donc, il ne faut pas que tout le monde achète trop vite, sinon, on ne peut pas. Voilà. Hein. Donc attention, mais je pense que ça commence à couiner dans les tuyaux. Donc on va voir, hein, mais de toute façon, moi je veux voir un schéma d'ascendant, c'est-à-dire des creux et sommets qui commencent à se former de plus en plus haut. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui on rebaisse, qu'on ait donc une appréciation du VIX et qu'on vienne chercher peut-être la zone des 15. Voilà, par exemple, me semble assez probable. En termes de zone à viser, il me semble que maintenant la zone des 15-16 semble être une zone à viser pour aujourd'hui et demain. Donc des nouveaux replis indiciels à attendre en face en même temps. Bye bye, bonne journée à toutes et à tous.